Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, votre rendez-vous du dimanche sur la meilleure ligue du monde, la WNBA. Aujourd'hui, je suis avec Flo, Flo l'homme le plus patient du monde avec ses Washington Mystics, qui fait le dos rond, qui attend de bonnes nouvelles pendant la loterie. Alors il y a les Los Angeles Sparks qui sont un peu contrariantes de ce côté-là, qui essayent à tout prix d'avoir elles aussi le premier pick la saison prochaine. Mais voilà, Flo fait le dos rond, les fans des Mystics font le dos rond. Flo, comment ça va en ce dimanche matin 1er septembre, on est le 1er septembre, voilà. On arrive sur un mois toujours important en WNBA. Bah ça va, ça va. Bon, on est quand même pas si mal placé que ça. On sera pas premier à la loterie, mais c'est pas si mal. Pour reprendre un slogan qui ne parlera qu'aux plus de 35 ans, on s'est loupé au grattage, mais on se rattrapera au tirage. On l'espère pour les Mystics, hein. Dans le Page Bakers, comment Gis avait appelé ça déjà la Page Bakers Cup quand il y avait La des Page matchs entre... Bakers Cup, ouais, ouais. Moi ouais. j'avais appelé ça le Lotrico, mais C'est très bien aussi, c'est très bien aussi. la Page Bakers Cup. Je te propose qu'on commence comme d'habitude avec un petit point sur le classement pour que les gens aient un petit état des lieux de là où on en est en ce dimanche 1er septembre. Donc la plupart des équipes ont joué entre 31 et 33 matchs, donc il reste grosso modo moins de 10 matchs, entre 7 et 9 matchs pour chaque équipe. Donc on peut officiellement quand même parler de sprint final. Donc les positions sont pas loin d'être déterminées pour la plupart. Il y a toujours New York qui fait cavalier seul en tête et qui ne sera pas repris, on peut le dire. 3 victoires d'avance pour New York, sauf cataclysme incroyable. Sauf que le Liberty récupère en plus Betnadja Elaine en ce moment. Donc ça paraît compliqué de voir le Liberty être délogé avec 3 victoires d'avance sur un tandem. Ça se joue à 2 ensuite derrière pour la deuxième place, entre le Connecticut Sun et les Minnesota Lynx, qui sont tous les deux à 23 victoires. Pour l'instant, le Sun tient la tête, mais Minnesota pousse fort. On a ensuite un autre tandem entre Las Vegas et Seattle. Les deux équipes ont le même bilan, 19 victoires, 12 défaites. Mais Vegas a repris la tête, au moins provisoirement cette semaine, à la différence particulière. Derrière, il y a un petit écart aussi, mais pas tant que ça. En tout cas, moins qu'attendu en début de saison. On retrouve deux équipes aussi qui ont qui ont un bilan égal. C'est Indiana, 6ème. Vous ne rêvez pas. Si vous n'avez rien suivi du début de saison et que vous débarquez, le Fever est 6ème à égalité avec Phoenix, 16 victoires, 16 défaites. Et derrière, cette 8ème place, j'ai failli dire dont personne ne veut. J'exagère, évidemment, puisqu'Atlanta, par exemple, je pense qu'Atlanta préférerait être en playoff, mais Atlanta a du mal. Et Atlanta n'est que 9ème. Pour l'instant, c'est le Sky qui tient cette 8ème place, malgré 5 défaites de suite. Atlanta a 4 défaites de suite, donc c'est un peu... on a l'impression que c'est pas la place la plus, la plus souhaitée dans la ligue. C'est aussi celle qui risque de provoquer un premier tour un peu compliqué pour l'équipe qui y sera. Mais bon, en tout cas, c'est toujours pas déterminé. C'est toujours Chicago qui a la place actuellement. Et ensuite, on a notre trio de cancres avec Dallas et Washington, tes Washington Mystics, Flo, qui sont à 9 victoires, 9 victoires chacun, 9 victoires, 22 défaites pour Dallas, 9 victoires, 23 défaites pour les Mystics, et les Los Angeles Sparks qui font du très bon travail pour tenter de récupérer Page Bakers, qui n'ont que 7 victoires et 24 défaites. Est-ce que tu, là comme ça, en regardant, est-ce que tu vois des choses qui peuvent encore changer dans ce classement? Est-ce que tu t'attends à des trucs qui peuvent bouger dans les prochains jours, enfin, dans le sprint final en tout cas? Bah, des gros changements, non. Après, bah, comme tu l'as dit, il y a plusieurs luttes pour la deuxième, troisième place, pour la quatrième, cinquième, pour la sixième, septième, huitième, neuvième. Mm. Mais c'est à chaque fois plus par duo. Maintenant, petit à petit, ça se resserre, je trouve. Après, par contre, il y a quelques belles dynamiques. Il y a la dynamique de Minnesota, même si là, il y a une défaite, mais sur les 10 derniers matchs, il y a 7 victoires. Et en fait, avant cette défaite, elles étaient sur 7 victoires d'affilée. Donc, depuis le retour des JE, Minnesota est vraiment, vraiment en pleine bourre. La dynamique d'Indiana, pareil, qui a une meilleure dynamique sur les 10 derniers matchs que les deux équipes au-dessus d'elle. Donc c'est aussi 7 victoires sur les 10 derniers matchs, 3 victoires d'affilée. Donc Indiana qui est lancée dans une belle remontée au classement et qui en fait peut-être performe à hauteur de ce que cette équipe vaut, dans le sens où quand on l'a dit en début de saison, on voyait quand même une équipe qui était plus armée que ce qu'elle a fait. D'ailleurs, on était assez déçus du premier quart de Mm. saison d'Indiana, qui avait pratiquement pas de victoire une victoire, je crois, sur les 10 premiers matchs. Et qui donc est passé devant Phoenix de façon assez logique. Phoenix, c'est quand même pas toujours très beau. Et puis il y a cette lutte, effectivement, 8e, 9e place. Je pense que Chicago en soi est pas contre d'aller en loterie, dans le sens où c'est la première année de la reconstruction. Aller ajouter des nouvelles pièces, c'est pas un souci. Sauf que c'est pas dans l'ADN d'Angel Reese et de Teresa Weatherspoon. Donc, Mm. donc l'équipe se bat. Bon là après c'est quand même 5 défaites d'affilée.
principalement depuis le trade de Marina Mabrey. Donc je pense que là, Chicago va quand même plonger. Le problème, c'est qu'Atlanta y arrive pas en fait. Parce que sinon, Atlanta, comme Atlanta, ils ont tradé leur pick pour l'année prochaine, ils n'ont de toute façon pas leur pick, donc ils n'ont aucun intérêt à tanker. Donc Atlanta doit viser la 8e place. Je pense qu'elles essayent, mais 4 défaites d'affilée, donc effectivement, voilà. Attention à Dallas. Hein. J'étais en train de regarder, j'étais en train de me dire tout à l'heure, j'ai dit le trio de cancre, mais en fait Dallas n'est qu'à 2 victoires. Ah non, mais Dallas est sur 3 victoires d'affilée, Ouais. et bon, fatalement, le retour de Satou Sabali fait du bien. Donc Dallas va faire une saison évidemment moins bonne qu'espéré, mais il y a peut-être encore une chance que Dallas vienne peut-être choper la 8e place un peu sur le gong, parce que finalement, il ne leur manque que 2 victoires. Alors 2 victoires en 9 matchs. Et les autres, ouais, c'est ça, sur les 9 prochains matchs. Ça reste là de l'ordre du faisable, quoi. C'est pas évident, mais c'est pas impossible. Il faudra regarder s'il y a des oppositions entre Dallas et Chicago et Atlanta, notamment dans le calendrier. Mais j'avais pas intégré le fait que Dallas, effectivement, restait sur 3 victoires de suite, que ça allait beaucoup mieux, ça, on l'avait vu avec le retour de Satou Sabali. Mais de là à peut-être aller accrocher la 8e place, ouais, ils sont pas si loin. Ben, cette semaine, Dallas il va y avoir, enfin, dans les prochains matchs de Dallas, c'est après le Fever, Washington, Atlanta, Chicago. Ouais, bah, c'est parfait. Donc là, Dallas a son destin en main, en fait. Dallas a son destin en main, et donc c'est encore possible. Donc 1000 excuses aux fans des Wings. Les Wings ne sont pas littéralement avec les cancres. Bon, après, en soi, même les Mystics sont qu'à 0.5, mais là, bon, les intentions sont assez claires, et je pense que les Mystics devraient rester dans la chariote du top, du bottom 2, on va dire, avec les Sparks. Donc ça, c'est pour le point au classement. Il y avait un match la nuit dernière entre Connecticut et donc des Washington Mystics, Flo. Le score, pas de surprise, à proprement parler, victoire 96-85 pour Connecticut. C'est plutôt quelques événements qui se sont produits dans le match qui ont retenu un peu notre attention. Déjà, on a vu Alyssa Thomas blessée et ne pas réussir à revenir dans le match. Ça, c'est quand même une image à laquelle on n'a pas l'habitude. On l'a vu s'exploser les épaules, on l'a vu se blesser gravement à plusieurs endroits, et à chaque fois revenir, là, blessée à la jambe en cours de rencontre, et elle n'est pas revenue. Les nouvelles. Alors, dans un premier temps, on a eu un peu peur, parce que quand on la voit comme ça au sol et incapable de revenir et ne pas revenir dans le match, on s'est dit que ça pouvait être quelque chose de grave, que la saison du Sun était peut-être en péril. Au final, Stephanie White a quand même été un peu rassurante après, en disant que s'il avait vraiment fallu, a priori, après les premiers examens, elle aurait peut-être pu revenir sur le terrain. Et a priori, c'est pas très grave, si c'est bien si tu as compris la même chose que moi. Ouais, bah en fait, il y a eu un contact avec Carly Samuelson, Ouais. hein, qui a eu un peu de mal aussi derrière. Et c'est vrai que derrière, on voit Alyssa Thomas couchée par terre, qui se tient la jambe. Ça fait peur. Et puis après, en cours de match, on a eu l'info comme quoi elle était d'abord questionable pour revenir, et puis en fait clear, il n'y avait pas de souci pour revenir. Alors, elle n'est pas revenue. Je pense que c'est de la précaution. Le match était globalement plié. Bon, voilà, je sais pas si. Ouais, Connecticut va jouer Seattle. Donc, à mon avis, il y avait plus aussi le fait de se dire que il fallait la garder un peu fraîche. Bon, quand je vois des infos comme ça, je suis pas spécialement inquiet. Surtout que Alyssa Thomas. On rappelle qu'au tout début de sa carrière, quand elle était encore en fac, je pense qu'elle avait un surnom Baby Lebron, et elle a un peu ce même truc. Elle est partie, le cyborg est parti se brancher sur la clé USB, recharger les batteries, et ça ira, je pense. Donc, mais c'est toujours mais bizarre. Oui, sur le coup, on a eu peur. Sur le coup, on a eu peur. Ouais. C'est toujours curieux de. Enfin, c'est un peu une première de la voir parfois être économisée dans les matchs, ou d'avoir un temps de jeu un peu inférieur à d'habitude. Alors, là, la voir ne pas revenir tout de suite, c'était un peu surprenant, mais effectivement, je pense que The Engine, le moteur va repartir pour les prochains matchs, et c'est évidemment essentiel pour le Sun si le Sun veut jouer les outsiders en playoff, bien évidemment. Mais c'est bien parce que le Sun n'en avait pas besoin, et ça, c'est dû à deux joueuses, Marina Mabrey, dont on a parlé plusieurs fois ici dans les derniers jours et dernières semaines, qui amène une autre option, et puis l'autre grosse option offensive principale du Sun, qui est Dewana Bonner, quoi. Et donc et Dewana Bonner, elle a aussi fait parler d'elle cette nuit. Mais très bonne transition. C'est aussi ces joueuses-là qui permettent à Alyssa Thomas de pouvoir un peu réduire ses minutes, quoi. Exactement. T'as raison. On voulait en parler de Dewana Bonner, qui a inscrit 16 points donc cette nuit, qui fait encore une très très bonne saison, qui
ne cesse de s'améliorer. On a l'impression qu'avec les années, il y en a qui déclinent. Dewana Bonner, elle vieillit très très bien. Et Dewana Bonner, qui est désormais, grâce à ses 16 points, elle a atteint les 7381 points en carrière. C'est désormais la 4e marqueuse de l'histoire de la WNBA. Elle vient de dépasser Tamika Catchings, excusez du peu. et elle s'est rapprochée de la 3e, qui est Tina Thompson, qui avait récemment été dépassée par Tina Charles. On en avait parlé plusieurs fois aussi. Et Dewana Bonner, qui est un peu cette joueuse qui a une carrière un peu atypique quand même. Qui a commencé comme 6e joueuse dans des équipes qui ont eu du succès, qui a été championne avec Phoenix, qui, quand elle est arrivée à Connecticut, dans un premier temps, on s'est dit, bon, est-ce qu'elle va pas profiter de l'occasion pour prendre tous les tirs, pour se mettre en avant, etc. Au final, elle s'est parfaitement adaptée au fil des ans. Elle est devenue une meilleure joueuse défensive, je trouve. Elle est le baromètre presque en termes d'intensité, de combativité. C'est elle qui souvent remet l'équipe dans les matchs. C'est une leader. Et c'est-à-dire qu'elle, là, normalement, à son âge, on est plutôt sur le déclin. Elle continue d'être une joueuse majeure de l'équipe et une joueuse majeure de la ligue tout court, en fait. C'est presque ce qui est le plus surprenant pour une joueuse qui est née en 87. Je le rappelle, moi, tant qu'il y a des joueuses qui sont nées la même année que moi dans la ligue, j'en profite, et qui ne s'appellent pas Diana Taurasi, qui est plus âgée, évidemment, mais voilà, c'était Dewana Bonner, je la trouve incroyable, tout simplement. Ouais, bah c'est un profil très atypique, hein. C'est un profil à la Breanna Stewart, à la Elena Deldon, des espèces d'arrière dans des corps de poste 4 comme ça, très grandes, longilignes, mobiles. Et donc, à part sa sélection de tir qui, dans certains moments, est parfois un erratique, peu particulière, voilà. Mais je veux dire, sinon, c'est un enfer complet à défendre. Et en plus, tu l'as dit, il y a un mindset, c'est-à-dire que parfois on peut se moquer de sa sélection de tir. Par contre, attention, quand ça compte, le côté clutch de la demoiselle n'est plus à prouver. Donc ouais, non, Dewana Bonner 4e, elle est toute pas si loin que ça de Tina Thompson, qui a été passée par Tina Charles il y a quelques jours. Donc c'est pas interdit de penser. Il y a 150 points à peu près. Ouais, une centaine de points sur 10 matchs. C'est pas impossible, enfin, sur une petite dizaine de matchs. Et puis de toute façon, elle jouera encore l'année prochaine. Oui, donc, je la vois pas raccrocher. Après, quand on en avait discuté avec Gis, il avait expliqué à juste titre que même si elle est dans une très bonne forme physique, il y a aussi le contexte familial. Enfin, elle a des enfants. On sait jamais ce que peuvent décider les joueuses, hein, même quand elles sont encore en forme. Et Dewana Bonner, c'est aussi ça qui est remarquable dans sa carrière, c'est qu'elle a quand même fait une pause, qu'elle a mis au monde des jumeaux et qu'elle a quand même réussi à avoir une trajectoire ascendante derrière, ce qui est quand même impressionnant. Ouais. Voilà pour Dewana Bonner et le Sun, donc qui reste à la lutte pour la 2e place après sa victoire contre les Mystics. Flo, il y avait un match un petit peu plus tôt dans la semaine, il y a 2 jours si je ne dis pas de bêtises, qui était, alors c'était un match un peu médiatique parce que c'était entre Indiana et Chicago, que la narration médiatique met beaucoup la lutte pour le titre de rookie de l'année entre Caitlin Clark et Angel Reese au centre de l'attention, et ça nous va très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Tout ce qui est médiatisé est une publicité intéressante pour la WNBA. Et là il y avait donc Chicago qui recevait Indiana, et ça a été un match à sens unique avec le Fever, qui l'a emporté 100-81 contre Chicago là-bas, avec le match dans le match qui a été, même si c'est des joueuses qui ont des postes différents, qui a été remporté quand même, là aussi peut-être médiatiquement et dans l'esprit des gens, par Caitlin Clark, qui a fait un match remarquable, 31 points, 12 passes à 8 sur 14 en seulement 32 minutes. Et avec un fait marquant, j'imagine que ça t'a marqué aussi, c'est de la voir sortir sous une ovation, littéralement. Elle est sortie du terrain, même elle a été surprise. Elle s'apprêtait à sortir, à checker tout le monde, elle a levé la tête, elle a entendu qu'il y avait des cris une ovation, tout simplement, des applaudissements. Et réussir ça j'allais dire en terre ennemie, on n'est pas encore sur une rivalité historique et hyper intense, hein, mais il y a quand même une forme de rivalité qui est acceptée par tout le monde. Je trouve que c'était quand même extrêmement marquant comme moment de la saison. Mais je trouve que de façon globale, les polémiques de début de saison, c'est un peu rentré dans le rang, c'est-à-dire que, non, je dis ça et j'ai encore eu une notification YouTube d'une vidéo débile ce matin, mais je veux dire, sinon, de façon globale, dans la perception générale, il y a moins ce côté où les joueuses lui en veulent, quoi que ce soit. On a accepté le fait que c'est un phénomène. En fait, il y a eu le souci de la surhype, comme d'habitude, la surhype qui est tempérée, et du coup, il y a un moment, ça devient presque
tu passes de surestimé à sous-estimé. Enfin voilà, maintenant on finit par se rendre compte que oui, effectivement, Caitlin Clark ne va pas être MVP, mais est une joueuse exceptionnelle, ce que beaucoup de gens ont toujours dit. Et elle a montré à plusieurs occasions, entre autres, même avec Angel Reese, qu'elle s'appréciait, entre guillemets. Et que d'ailleurs, ce qui n'empêche pas d'avoir une vraie rivalité sur le terrain. Ça, c'est clair et net. Je rappelle quand même que Sue Bird et Diana Taurasi, qui se sont battus à coups de ballon interposés sur les terrains, sont les meilleurs amis du monde en dehors, donc l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Mais là, je trouve que ça se normalise un peu, quoi. Et donc, effectivement, on peut apprécier la greatness d'une joueuse sans être dans la hate, dans le passionnel. Faut peut-être pas sous-estimer le fait que Chicago et l'Indiana, c'est quand même pas très loin l'un de l'autre, voire même de l'Iowa d'ailleurs. Donc, il y avait potentiellement une partie du public qui était peut-être pas si acquis que ça à la cause du Sky. Mais non, c'est super. Et puis, c'est une lutte pour le rookie de l'année qui est absolument géniale, qui je pense est pliée maintenant de par les performances déjà statistiques de Caitlin Clark, même si les stats de Angel Reese sont tout autant historiques. Mais en plus le fait que Indiana soit en playoff et de manière assez autoritaire fait que je pense que ça va clore les débats. Maintenant, si on s'intéresse à Indiana, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Caitlin Clark hier, pas hier, mais dans ce match-là, comme tu dis, 31-12, à 57% au tir, 55% à 3 points, 10 sur 11 au lancer, donc elle est en 57, 55, 90. Depuis le retour des JO, c'est insensé, hein. Son niveau, il est... Voilà. Et elle est pas toute seule parce que Kelsey Mitchell, à côté, elle est à 23 points, elle est aussi 69% au tir, dont 60% à 3 points. Les deux sont en train de tirer offensivement cette équipe un peu comme jamais, donc avec en plus Nalissa Smith qui propose derrière Dédé, Lexi Hull qui est un parfait complément, qui est un peu une des seules joueuses qui défend dans l'effectif, donc c'est vrai. Non, c'est absolument parfait. Et alors en face, on a une équipe de Chicago qui est gentiment tanking. Angel Reese continue à faire son taf, mais elle va pas. C'est un peu plus poussif, quoi. C'est pas. Et puis il manquait Kennedy Carter, quoi. Voilà, qui est malade depuis quelques jours et qui a manqué des matchs, mais. Angel Reese, c'est pas du tout pour. Je veux pas du tout dire elle force absolument pour faire sa double-double et tout ça. Bon, déjà individuellement, je pense qu'on essaierait tous de marquer comme on peut la saison notre passage. Hein. C'est-à-dire que si tu dois battre des records de double-double, t'essayes de les faire, surtout si c'est pas au détriment de l'équipe. Et là, c'est pas du tout au détriment de l'équipe, au contraire. C'est juste que ces derniers temps, c'est plus poussif collectivement et même elle, c'est un petit peu plus difficile pour elle d'atteindre les fameux double-double, ce qui ne l'a pas empêché de battre le record de double-double pour une rookie sur une saison, sur ce match-là. Je crois qu'elle en est à 23 maintenant. Voilà, dans la dynamique de la course au rookie de l'année, je pense aussi que c'est plié, et ce qui n'empêche que sur n'importe quelle autre année et contre n'importe quel autre rookie, il est probable qu'Angel Reese l'aurait emporté. Mais voilà, Caitlin Clark est trop régulière, trop performante, le Fever aussi, et je pense que ça comptera à la fin. Et son niveau depuis le retour depuis le break qui lui a fait un bien immense. Hein. Elle avait dit qu'elle était épuisée mentalement, physiquement, et voilà, son niveau de jeu est clairement au-dessus de la première partie de saison où elle a dû gérer, on l'a dit 1 million de fois, mais l'enchaînement avec la fin de la saison universitaire, la pression médiatique dont tu as parlé, qui est la surhype, c'est dément, personne n'avait jamais eu ça en WNBA. Donc là maintenant, je pense qu'elle a bien appréhendé le truc, elle a bien appréhendé ses coéquipières aussi, tu les as cités, il y a une vraie belle relation avec Nalissa Smith aussi, par exemple. Je trouve la connexion dans le jeu est très très intéressante. Avec Kelsey Mitchell, elles sont toutes les deux toujours en conférence de presse après les matchs. Elles se complimentent d'une façon qui a l'air très très sincère, et je pense qu'elles aimeraient bien continuer l'aventure ensemble, même si Kelsey Mitchell reste une joueuse qui a une valeur intéressante aussi sur le marché, ça on verra. Mais en tout cas, voilà, pour la course au rookie de l'année, on va pas enterrer Angel Reese qui est capable de sortir des matchs à 20 rebonds une fois tous les 2 jours, mais ça semble effectivement jouer avec Indiana qui est 6ème quand même, je le rappelle, ça reste impressionnant, et qui peut mathématiquement encore finir dans le top 4, ce qui semble inespéré. Ouais, tu m'aurais dit en début de saison qu'il y avait 2,5 d'écart entre le Fever et Vegas, j'aurais pas cru une seule seconde. Voilà. En début de saison, on les espérait en playoff. Enfin, je sais plus si on les mettait, mais moi je les avais pas mis personnellement, mais je les ai quand je les voyais en début de saison, vraiment tout à la fin de la ligue en 11e place ou quoi. Là, c'était décevant.
Mais 6, c'est une espèce de maximum que je les voyais peut-être atteindre, mes grands maximum, quoi. Moi, je les voyais choper quand même le 8e spot, un truc comme ça, Ouais. pour déjà un peu valider le projet. Donc là, c'est parfait. Je parlais de Las Vegas, qui est l'une des équipes que Fever peut mathématiquement rattraper. Ce sera compliqué, mais mathématiquement, c'est possible. Vegas qui s'est un peu réveillé, qui a remporté son dernier match contre Atlanta, 83-72, avec un match énorme d'Aja Wilson. C'est pas la première fois qu'on va chanter les louanges d'Aja Wilson cette saison, tellement ses performances individuelles, ses performances sont invraisemblables. Pendant longtemps, on l'a considéré comme la MVP totalement indiscutable. Là, la discussion a un peu changé, on en parlera après, mais elle reste sur une saison absolument incroyable. Son match contre Atlanta, c'est un match qui n'a jamais été produit en WNBA avant elle. C'est simple. Elle finit avec 26 points, 16 rebonds, 5 contres, 5 passes, aucune perte de balle. C'est la première fois qu'une joueuse fait ça en WNBA, au moins 25 points, 15 rebonds, 5 passes, 5 contres, sans perdre le moindre ballon. Elle sortait juste avant d'un match qui était collectivement décevant où elles avaient perdu contre Dallas, si je ne dis pas de bêtises, 42 points. Oui. Alors elle sort 42 points, ce qui reste énorme sur un match avec des cartons de 10 minutes. Hein. Mais il y avait la frustration de se dire que le tout Aja avait ses limites pour les Aces et qu'on attendait que les autres élèvent le niveau. Voilà, toujours est-il qu'elle est sur des performances individuelles invraisemblables et que là, ces 2 derniers matchs sont fous et que c'est encore elle qui va tracter Vegas jusque possiblement au top 4 à la fin de la saison. Il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Déjà, la première chose, c'est enfin une stat que Candace Parker n'a pas fait. C'est ça, c'est vrai. Et puis, ouais, je pense que ça reste beaucoup plus intéressant d'avoir Aja qui fait 26 points, 15 rebonds, enfin 16 rebonds ici, que 40 points en fait. Un point intéressant, c'est que Tiffany Hayes est passé dans le 5. Ouais. Ça, je me demande si c'est pas un ajustement qui est aussi intéressant parce que on se rend compte qu'il y a des trucs qui tournent pas toujours. Enfin, l'équipe se cherche clairement. Donc, mais je suis en train de regarder parce que je vois effectivement Jackie Young n'était pas sur la feuille de match. Elle a été mise au repos. Becky Hammon a dit que parfois il fallait prendre des décisions pour le bien des joueuses et les mettre au repos parce qu'elles étaient cramées. Je pense que ça disait Jackie Young. Elle est même pas en DMP sur la box score. Enfin, soit. Oui, elle était mise au repos. Elle était même pas à disposition de l'équipe. Je pense qu'elle a eu un petit coup de pompe. Enfin, en tout cas, les Aces ont considéré qu'elle avait besoin de repos et l'ont mise au repos. Mais on en parlait jeudi quand on a fait le live avec Gis parce que on a parlé de Tiffany Hayes plutôt dans les courses à la 6e joueuse où pour le moment elle est la claire candidate numéro 1. Mais c'est intéressant parce qu'elle aussi, elle fait 20 points d'10 rebonds, donc elle l'a vraiment apporté sur ses minutes. On rappelle que c'est une fille qui était encore titulaire l'année passée à Connecticut. Et donc voilà, ouais, je pense que Vegas doit absolument essayer de trouver des ressources en dehors d'Aja Wilson, parce que Aja Wilson, on sait à quel point elle est forte, il n'y a pas de souci. Attention même à ce qu'elle n'arrive pas fatiguée, on l'a vu l'année passée avec Brenna Stewart, où New York avait aussi fait un peu tout Stewie dans le jeu, et Brenna Stewart a fait des mauvais playoffs clairement derrière. Alors je dis pas que c'est ça qui va arriver à Aja Wilson, parce que là le niveau qu'elle nous montre est quand même assez impressionnant. Mais on voit bien que si Vegas veut pouvoir aller au tripit, elle doit absolument réveiller les autres joueuses, retrouver de l'efficacité dans les autres joueuses de l'effectif pour un peu aider Aja Wilson qui pourra pas tout faire tout seul. Ouais, parce que Chelsea Gray a du mal à retrouver son meilleur niveau pour l'instant. C'est tout à fait compréhensible. Son retour de blessure est pas évident. Voilà, c'est tout à fait compréhensible quelque part. Hein, les grosses blessures, surtout à un stade un peu plus avancé d'une carrière, c'est toujours compliqué. Je l'enterrerai pas pour autant sur une série de playoffs. Je l'imagine toujours capable d'être la joueuse la plus clutch de la ligue. Kelsey Plum, je la trouve un peu voilà, ses performances sont à géométrie variable au niveau de l'adresse, au niveau de l'énergie. Ouais, elle n'est pas régulière cette année, c'est ça qui est dommage. En fait. Alors qu'elle sortait quand même de saisons, les 2 saisons où elles sont championnes, Kelsey Plum est quand même à un niveau assez exceptionnel. Et après, pour le reste, voilà, mine de rien, c'est déjà beaucoup. Et Jackie Young a effectivement un petit coup de pompe après avoir elle aussi été assez magnifique la saison dernière notamment. Hein. Donc ça s'explique. Même en début de saison d'ailleurs. Ouais. Tout s'explique, mais c'est pas simple de retrouver la bonne dynamique quand tu as déjà gagné 2 fois, la fameuse usure mentale dont on avait parlé aussi. Donc il faut absolument pas enterrer les Aces, hein. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais c'est assez logique de les retrouver comme ça et c'est pas forcément ultra rassurant de les voir sur du tout Aja aussi exceptionnel soit-elle quoi. Ouais.
Non, non, faut absolument pas les enterrer. Et d'un autre côté, comme on le disait récemment, je sais plus si c'était le live de ce jeudi ou de la semaine passée, il y a quand même très peu de chances que Vegas réussisse à choper la 3e place. Là, il y a il y a un écart. 3 matchs et demi Ouais. sur quoi, il leur reste 9 matchs. Ça me paraît quand même beaucoup. Ce qui veut dire que potentiellement, le parcours de Vegas, si elles vont au titre, c'est Seattle, New York en demi et potentiellement du coup Connecticut ou Minnesota en finale. Ça serait quand même c'est la pire des places en fait. C'est là où tu peux avoir le parcours le plus compliqué pour aller au bout. Donc je dis pas que c'est impossible parce que Vegas, si c'est le Vegas de l'année passée et de l'année d'avant, Vegas peut battre absolument tout le monde sans aucun souci. Mais par contre, si tu le fais avec la saison que tu viens de faire, faut faire un documentaire. Netflix, ils doivent être ils doivent se mettre sur le coup, quoi. Donc, ce serait assez incroyable. Mais bien sûr, il faut pas les enterrer. Never underestimate the art of the champion. Voilà, bien sûr. Aurait dit Rudy Tomjanovski, pardon. Effectivement, les Aces dont on suivra les performances dans le sprint final. On parlait d'A'ja Wilson, on voulait parler un peu de cette fameuse course au MVP qui n'était pas une course pendant une bonne partie de la saison quand même. A'ja Wilson était un peu seul au monde, même si Nafisa Collier, les Lynx, on parlait de Sabrina Ionescu aussi, enfin il y avait quelques candidates en outsider, mais A'ja Wilson était clairement seule au monde. Il y a quelques jours encore, je lisais des articles sur ESPN qui titraient Sera-t-elle MVP unanime? Donc est-ce que tous les votants vont donner leur voix pour A'ja Wilson? Je pense, alors j'ai pas assez lu ce que pensaient les votants, les personnes qui vont voter pour le titre de MVP, mais en tout cas de notre côté, ça fait quand même plusieurs semaines, même maintenant, qu'on est sur une lutte très très sérieuse, pour pas dire plus, entre A'ja Wilson et Nafisa Collier. Où t'en es là à moins de 10 matchs de la fin? Où t'en es dans la réflexion? Vous en avez parlé dans les trophées avec Gis sur Twitch cette semaine, mais pour les personnes qui l'auraient pas vu, où t'en es dans ta réflexion, toi, entre A'ja Wilson et Nafisa Collier à l'instant T? C'est compliqué. Pour moi, c'est encore super ouvert. En fait, la fin de saison ici, le dernier sprint final va être vraiment déterminant parce qu'en fait, on le dit souvent, le MVP, c'est plusieurs critères et souvent il y a un peu 3 définitions qui se rejoignent. Et je trouve que cette année, une fois de plus, les 3 définitions sont très marquées et elles donnent des lauréats différents qui, pour moi, seront le podium cette année, ou en tout cas devraient être le podium si j'avais toutes les clés en main. Mais il y a d'abord la meilleure joueuse, bêtement la meilleure joueuse cette saison, et la meilleure joueuse cette saison, c'est A'ja Wilson. Il y a absolument zéro débat. Elle fait une saison complètement historique. Son niveau de domination à titre individuel est vraiment lui aussi impressionnant. Maintenant, Vegas est quatrième, 5e, ça dépend un peu de la manière dont ça va finir. Ça, à mon sens, mais ça c'est ma perception propre, si moi je devais voter, c'est assez éliminatoire. Et surtout, le problème, c'est pas tant de ne pas être top 3 ou quoi, c'est surtout la différence de bilan en fait. Et il y a un vrai premier gap qui se fait entre le top 3 et le 4e, entre du coup à l'heure actuelle Minnesota et Las Vegas. Donc, mais elle va avoir des votes, c'est clair, parce qu'en termes de domination individuelle, elle est la claire candidate. Après, il y a le côté valuable, vraiment la joueuse qui apporte le plus à son équipe. Pendant des années, ça a été Alyssa Thomas qui était la patronne de cette définition-là. Je trouve que cette année-ci, c'est vraiment Nafisa Collier. Quand on voit l'effectif de Minnesota et qu'on le compare à l'effectif de Connecticut et surtout de Vegas, de Seattle, de New York, Minnesota a sur le papier une équipe moins forte et réussi une bien plus belle saison que pas toutes ses équipes, mais en tout cas certaines de ses équipes, avec une Nafisa Collier qui en plus, dans les stats est quand même pas si larguée que ça. Alors ok, elle fait pas des stats historiques, mais elle est quand même en 20, 20.6, 10, elle est un peu moins de 4 passes, quasiment un contre et demi par match, des pourcentages très très solides aussi, donc les stats sont là, c'est juste que A'ja a des stats démentes, quoi. C'est ça, donc Nafisa Collier, il y a quand même cet aspect-là, et puis après il y a toujours le dernier aspect qui est la meilleure joueuse de la meilleure équipe, parce qu'on n'a toujours pas parlé de New York qui quand même est un peu tout seul en tête, et là pour le coup ça aurait tendance à être Sabrina Ionescu, qui est peut-être la plus constante sur la saison. Le souci là, c'est que je pense qu'à New York, les votes risquent de se séparer parce que certains vont voter Sabrina Ionescu et certains vont voter Brianna Stewart, qui est pas non plus si loin que ça. Là, pour le moment, elle se réveille bien, Stewie. Donc je pense que ça, dans un autre univers, ça pourrait aller là-bas, mais cette année-ci, les votes vont un peu sans doute se disperser entre les deux. Et donc moi, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à le mettre à Nafisa Collier, mais attention, si Vegas reste
quatrième, que Minnesota reste troisième, et que l'écart de victoire, tu vois, il se réduit, et que tu as peut-être plus qu'une ou deux victoires d'écart entre les deux, ben, là, tu peux plus vraiment justifier le bilan pour ne pas voter Eja, parce qu'en fait, elle n'a que ça, sinon pour le reste, ok, la saison de Vegas est pas si folle que ça par rapport à ce qu'elles ont, mais par contre, Eja a absolument rien à se reprocher là-dedans. Donc, moi, je pense que la course, elle est encore assez ouverte, et par contre, là, ce qu'on dit là, c'est notre perception. Je sais bien que on est assez d'accord avec ça, sur ça, avec Gis. Je sais pas c'est quoi, toi, ta perception par rapport à ça. Mais par contre, les votants, on sait bien qu'il y a absolument de tout type de votants, et ceux qui ne regardent pas les matchs et qui se contentent des box scores, je ne sais pas trop ce que eux vont voter, quoi. Moi, je pense qu'Aja Wilson va gagner. Je pense que ce ne sera absolument pas un scandale. Il y a pas de... ça fait plusieurs saisons qu'il y a pas de mauvaise réponse. Il y a des candidatures différentes avec des profils différents de candidatures. Tu as très bien expliqué les différents critères qui importent plus ou moins aux autres. Moi aussi, je pense qu'à l'heure actuelle, je voterai Nafisa Collier, mais ça peut changer parce que le classement, c'est quelque chose d'important et ça peut encore évoluer. S'il y a moins d'écart entre les deux équipes, il n'y a plus le fait de dire que les Lynx ont cet avantage au niveau du bilan et que les Aces n'ont pas un nombre de victoires suffisant pour Eja, quoi. Mais dans tous les cas, si Eja gagne, je serais très content pour elle parce qu'elle fait une saison invraisemblable, qu'elle a porté l'équipe sur ses épaules, comme peu de joueuses l'ont fait dans un passé récent quand même, je pense. Mais là, j'adore le côté valuability, tu le sais, et c'est pour ça que souvent je votais comme si j'avais j'ai pas de vote pour le MVP, mais quand on décernait nos votes, je donnais Alyssa Thomas. En plus d'un éventuel billet que je pourrais avoir pour elle, j'adore dans MVP, moi le V est très très important, et Nafisa Collier cette saison, je pense effectivement que si tu retires Nafisa Collier des Lynx, je sais même pas si l'équipe va en play-off. Voilà. Les Aces, évidemment qu'Aja Wilson, vu son niveau de domination, elle est exceptionnelle. Mais c'est une équipe qui a quand même des joueuses All-Star à tous les postes quasiment sans elle. Donc ce serait moins fort, voire beaucoup moins fort, mais il y a quand même une différence avec Nafisa Collier. Donc sur ce critère-là spécifiquement, plus celui des stats qui sont très bonnes, plus celui du classement, j'aurais tendance actuellement à le donner à Nafisa Collier. Mais je pense que les Aces vont réduire l'écart qu'il y a. Et que peut-être il y aura plus cet argument qui est majeur, et à mon avis je pense qu'Aja Wilson va gagner dans tous les cas parce que les votants américains j'ai l'impression sur ce que j'ai vu en tout cas qu'ils étaient déjà déterminés à, tu vois, le fait qu'ESPN titre des articles comme ça, sera-t-elle MVP unanime, bon, je pense que ça veut un peu tout dire. Oui, et puis elle aurait très largement pu ou dû l'être l'année passée, donc parfois, le problème de la Ligue, j'ai l'impression, c'est qu'ils décernent les bons trophées, mais pas les bonnes années, en fait. C'est ça, ils sont en décalage d'un an à chaque fois. Ils font de la compensation d'année en année, tu vois. Donc, c'est ça. mais puis oui, c'est vrai que j'ai même pas mentionné Sabrina Ionescu, mais c'est la joueuse la plus régulière cette année de New York. New York domine la Ligue, il n'y a pas de raison, mais c'est pareil, si tu enlèves Ionescu au Liberty, il reste encore une équipe. L'équipe jouerait plus avec Vandersloot. Brina Stewart marquerait peut-être plus de points. Enfin, ils auraient trouvé une autre manière de fonctionner, mais Sabrina fait sa meilleure saison, sa saison la plus convaincante en termes de niveau de jeu. C'est la patronne de l'équipe cette année. Donc même là, si tu me dis c'est Ionescu qui va être MVP, je trouverais pas ça absolument scandaleux. Voilà, Non, après, si c'est une de ces trois-là, franchement, oui, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, je trouve. Mais je serais juste un tout petit peu dérangé si ça reste à peu près à ce niveau au classement et sur les stats, et que Aja Wilson est MVP unanime. Je serais un tout petit peu dérangé parce que j'ai beaucoup de peine à croire qu'elle soit unanime. Ça va dépendre. Déjà de par le fait que c'est une joueuse qui est quand même un peu clivante, mine de rien. Ah, pour les médias US, ceux qui votent en tout cas. Ouais, mais New York. Ouais, New York, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est quand même le Liberty, c'est Stewie, c'est Sabrina Ionescu qui sont des joueuses avec une grosse hype. Ouais. Là, pour le coup, si elle est unanime, allez, admettons même qu'elle remonte, qu'elle soit top 3 et que ce soit pour moi là, une claire MVP. Si elle est unanime, je serais quand même assez surpris, quoi. Ouais. Bon, moi aussi, mais je me demande toujours, tu vois. Je sais jamais avec eux. Mais en tout cas, elle fait une saison incroyable, ça c'est clair. Exceptionnelle, tout simplement. Deux petites choses avant qu'on se laisse. Un petit point sur Gabby Williams qui a fait ses 3 premiers matchs avec Seattle depuis son retour en WNBA, son retour des Jeux Olympiques, où elle a été, on le rappelle, exceptionnelle avec l'équipe de France. Le rôle est un peu différent avec Seattle. Alors elle a été titulaire sur les 2 derniers matchs puisque Jordan Horston était malade.
Elle a dans tous les cas un temps de jeu important. Elle sort du banc, mais c'est la remplaçante la plus utilisée par Noelle Quinn. Il y a eu une victoire contre Atlanta, 85 à 81, où elle a été importante, elle a été décisive en dehors des statistiques. Et puis il y a 2 défaites sur lesquelles elle a, là aussi je trouve, été intéressante, dans le registre qui était le sien avant son explosion avec l'équipe de France. Ça, c'est autre chose. Est-ce que voilà, certains trouveront ça frustrant? Je sais qu'il y a certains médias qui se sont un peu fait épingler pour avoir décrit ses premières prestations comme décevantes. Enfin, non, ses premières prestations ne sont pas décevantes sur l'énergie et sur ce qu'elle apporte en défense, sur le playmaking. Les stats ne sont pas les mêmes qu'en équipe de France, c'est évident, parce qu'il y a Jewel Lloyd, Nika Ogwumike, Skylar Diggins-Smith, mais dans les matchs, Gabi est totalement là et elle est déjà une joueuse très importante du Storm. Voilà. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est quel statut a Gabby Williams en fait. Quel est son statut et quelle est sa place dans la hiérarchie mondiale. Gabby Williams, c'est une joueuse qui est absolument incroyable, qui est une titulaire. Alors peut-être qu'ici elle va sortir du banc, mais c'est plus une question de dynamique d'équipe qui a été construite comme ça sur la saison. Je pense que si Gabi avait été là dès le début de la saison, elle serait juste la poste 3 titulaire de l'équipe sans trop de soucis. Gabi, c'est une titulaire d'approximativement toutes les équipes WNBA. C'est une joueuse qui est très appréciée aux États-Unis, dont on connaît l'impact athlétique défensif. Maintenant, dans une hiérarchie mondiale, elle est derrière Skylar Diggins-Smith, elle est derrière Jewel Lloyd, elle est derrière Nneka Ogwumike, et j'ai même envie de dire, à l'heure actuelle, par rapport à Izzy McBegor, je suis même pas sûr. Tu vois, il faut bien se rendre compte, c'est que Gabby Williams, c'est une joueuse qui est incroyable défensivement, elle sait faire beaucoup de choses offensivement, mais elle les fait aussi dans certains contextes. Et donc, dans l'équipe de France, qui est quand même une équipe pas réputée pour son jeu offensif, mais plutôt pour son impact défensif, mais Gabi, là-dedans, elle surnage parce qu'elle apporte quelque chose et elle a été complètement héroïque pour la France au JO, c'est clair. Maintenant, c'est sûr qu'elle va pas avoir 20 tickets shoot ou même 15 tickets shoot dans une équipe où il y a Jewel Lloyd qui en bouffe déjà 20, Skylar qui en bouffe 15 et Nneka qui prend ses 15 tirs aussi. Donc, il fallait de toute façon pas s'attendre à la mettre 20 points, à la voir mettre 20 points. Je pense que Gabby Williams, si elle met 20 points dans une équipe, c'est qu'elle est dans une équipe qui tank et ce serait pas le bon plan pour elle. D'ailleurs, elle a plutôt été hyper intéressante dans les matchs qui ont été joués et les défaites sont pas de son fait d'ailleurs globalement. Elle fait son rôle, elle met son impact. Elle met son impact défensif, elle fait une interception cruciale dans le match qui est gagné d'ailleurs, où elle saute, elle va attraper les poutres du plafond là, pour récupérer la balle. Donc non, Gabi, elle fait ce qu'on attend d'elle, elle fait ce qui est son statut en WNBA. Alors est-ce que son statut peut pas évoluer petit à petit pour qu'elle ait un peu plus de responsabilité? C'est ça, c'est la question. C'est tout à fait possible. Maintenant, ça c'est dur d'obtenir ça quand tu arrives en cours de saison. Il faut s'en rendre compte de ça aussi. Surtout dans une équipe qui... tout va pas super bien et où ce qu'il leur faudrait en fait dans cette équipe là c'est peut-être des joueuses off-ball mais qui peuvent étirer les lignes et Gabby Williams c'est autant défensivement quand attaque soit elle défend, elle a pas besoin du ballon et c'est parfait pour les autres joueuses, soit en attaque c'est pas elle qui va se mettre dans le corner et pouvoir prendre des tirs quoi. Donc d'un point de vue casting en plus je suis pas sûr que ce soit réellement ce qu'il fallait à Seattle cette année. Mais toujours est-il que non, elle sur ses performances, elle fait tout à fait ce qu'il faut et ce qu'elle doit être, c'est-à-dire ce poste 3 défensif qui met du liant dans l'équipe. Il lui manque pour l'instant, bon, elle a joué que 3 matchs, elle a joué que 3 matchs avec le Storm depuis son retour. Il lui manque un peu d'adresse offensive, mais elle n'a pas le même volume qu'en équipe de France où elle a le temps de rater quelques tirs et de se remettre progressivement dans le match. Là, bon, elle a tiré à 20%, 16%, 33%. 7 points sur le dernier match, c'était un peu mieux, mais c'était contre New York, ce qui est quand même compliqué. Pour l'instant, c'est... Très souvent, en France, elle crée son propre tir aussi. Vu que c'est elle qui a la balle en main, c'est elle qui est dépositaire du jeu. À Seattle, elle va pas créer son propre tir. Enfin, très honnêtement, s'il y a une action où tu as Skylar, Jewel Lloyd, Nneka, et qu'en fait c'est Gabi qui monte, qui fait une ISO et qui prend son tir, c'est un bad play, quoi. Donc... c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi. Enfin, je parle pour les gens qui ont la perception juste de Gabby Williams qu'ils ont vu en LFB et au JO et qui ne l'ont jamais vu en WNBA. Faut bien s'imaginer que c'est pas du tout pareil. On peut comparer ça au rôle d'un Evan Fournier quand il était au top de sa forme. Tu vois, par exemple au JO de Tokyo, le Evan Fournier en France et le Evan Fournier en NBA, c'est pas le même statut et c'est pas le même rôle. Et je pense que c'est assez comparable. Enfin, pas dans les profils de jeu, mais dans l'importance et la hiérarchie dans une équipe, quoi. Tout à fait. Et c'était une des questions, c'est est-ce que Gabi peut changer de statut en revenant en WNBA? À Seattle, je pense que c'est compliqué de le faire.
ailleurs si toutefois elle change d'équipe à terme, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une super role player, c'est pas du tout négatif de dire ça comme ça. Quand elle est en Europe et en sélection, c'est très souvent l'une des, si ce n'est la meilleure joueuse sur le terrain. Là, c'est un peu différent, mais c'est quand même un challenge intéressant. Puis je pense que de toute façon, elle voulait jouer pour un contender. Donc retourner à Seattle, elle a dit que c'était comme revenir à la maison, qu'elle s'y sentait bien. Donc bon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce que tu as dit et qui est très important, c'est que Gabi, contrairement à d'autres joueuses, même très fortes, hein, qui sont en Europe, que ce soit des Américaines ou pas, c'est une joueuse qui peut jouer partout. Dans n'importe quelle équipe WNBA, elle aurait un rôle important, voire très important. Et ça, je veux dire, ça garantit qu'on la voit en WNBA encore longtemps. Elle n'a pas encore 28 ans. Rien que ça, c'est intéressant. Après, est-ce qu'elle pourra à un moment montrer un peu plus que cet impact athlétique et défensif? C'est la question, mais ça, Ouais. on peut pas savoir Mais moi, maintenant. je pense je pense qu'elle peut devenir, par exemple, la troisième pièce d'un Big Tree. Ouais. Je pense que ça, c'est possible. Mais il faut que l'équipe soit construite en fonction de ses qualités et de ses défauts et Mm. avec d'autres joueuses et d'autres qualités. Donc là, dans le contexte de Seattle cette année, j'ai du mal à le voir parce que si elle commence à manger la balle, Seattle va encore moins bien fonctionner que ce qu'elle ne fonctionne actuellement offensivement. Très probable. On va voir sur la fin de saison ce que ça va donner pour Gabi et pour le Storm. Gabi qui sera, sauf Cataclysme, non mais d'ailleurs même pas sauf Cataclysme, hein, le Storm va jouer les playoffs Ouais. cette saison. On verra ce que ça donnera pour Gabi et pour Seattle. Dernier petit point, Flo, avant de se laisser, une information qui n'est pas encore officielle, mais qui devrait tomber dans les jours qui viennent. Si vous vous souvenez bien, avant qu'il y ait le... C'était avant, hein, si je dis pas de bêtises, avant que les Ça, Valkyries soient présentées, ou à peu près en même temps. ça devait arriver en même temps que les Valkyries à la base. Voilà, Ça aurait dû arriver en même temps que les il Valkyries. y avait cette rumeur qui était quasiment une info, selon laquelle Portland récupérerait une franchise WNBA dans un avenir proche. Ça avait capoté. On ne sait pas trop exactement pourquoi, mais je crois que tu as lu un article assez détaillé sur le sujet. Le projet a été annulé et la WNBA avait tellement envie que Portland récupère une franchise WNBA qu'a priori, sauf surprise cette fois, on ne le souhaite pas, Portland aura une franchise en WNBA en 2026, donc très très bientôt. Et tu as quelques infos à ce sujet, c'est donc pas les mêmes propriétaires, c'est pas les mêmes investisseurs, c'est une Non, c'est famille ça. bien connue dans le sport féminin américain qui reprend le bébé. C'est ça. Donc, en fait, à l'époque, la WNBA, je pense que le marché de Portland est un marché qui vraiment les intéresse. C'est un marché qui est porteur en termes de sport et qui est porteur en termes de sport féminin. D'ailleurs, il y a déjà des équipes, entre autres, de foot, hein, je Ouais. pense, de soccer. Mhm. Euh, et donc, il y avait un premier deal qui était quasi fait avec Kirk Brown qui était un proprio d'un groupe de presse. Et au final, en dernière minute, ça ne s'est pas fait. Raison pour laquelle je pense que les Valkyries font leur expansion tout seuls. Sinon, je pense que la Ligue aurait préféré faire une expansion à deux équipes. Mhm. Et alors, la justification qui a été donnée à l'époque était qu'il y avait des soucis en termes de rénovation du Moda Center, donc la salle dans laquelle jouent les Blazers en NBA, parce que la Ligue voulait absolument que les deux premières saisons de l'équipe puissent être jouées dans le Moda Center, quitte à ce qu'après elle déménage pour des travaux, mais pour essayer de bien asseoir financièrement le début de la franchise. Certains n'avaient pas trop compris et maintenant qu'on voit donc cette nouvelle annonce qui est donc avec un nouveau groupe de propriétaires, on commence à comprendre un peu plus qu'il y avait d'autres raisons derrière ça. Très probablement des doutes sur la véritable santé financière du premier propriétaire. Donc en fait, il y a eu un changement les candidats sont plus les mêmes. Les candidats maintenant, c'est la famille Battal, qui est donc la famille qui possède les Thorns. Les Oui, Thorns, c'est une équipe bah de soccer. soccer de la Ligue féminine, hein. Ouais. Euh, et alors, la famille Battal est aussi actionnaire minoritaire des Sacramento Kings en NBA, donc ils sont aussi un peu dans le basket. Ouais. Donc là, c'est une famille qui a l'air de tenir la route financièrement. Il faut savoir qu'il y avait aussi un autre groupe qui avait été sur la balle avec dedans Damian Lillard, mais qui eux n'ont pas Ouais. concrétisé. Et donc voilà, donc il y a toujours des interrogations sur cette fameuse rénovation de la salle, mais je pense que ça c'est quelque chose sur lequel ils peuvent trouver des solutions. Très probablement qu'il y avait plus de doutes sur le propriétaire initial. Et donc là, ça a l'air de se faire. En tout cas, il y a une annonce qui doit être faite, je pense, le 12 septembre. Et donc, c'est très probable qu'à cette date-là, ce sera officialisé d'une manière ou d'une C'est autre. ça, c'est les fameux investisseurs, la famille en question qui a annoncé qu'il y aurait une nouvelle à cette date-là.
On espère que c'est juste pas un truc qui n'a rien à voir. Mais Ou alors du bluff pour essayer de mettre ouais, la pression pour. c'est ça. Non, non, mais a priori, ça se fera bien. Et on rappelle que Cathy Engelbert avait évoqué dans un avenir relativement proche le souhait d'avoir 14 à 16 franchises en WNBA. Donc là, Voilà. on est à 14. Portland serait la 15e, du coup. Ouais. On a déjà annoncé Golden State et Toronto. Ouais. Donc maintenant Portland et probablement une dernière équipe peut-être plus à l'est, je ne sais pas. Ouais, qui sera l'heureux élu, on ne sait pas, mais ouais, c'est possible que ce soit plus à J'adorerais l'est. Philadelphie, mais on verra. Ouais, Philadelphie, une ville de sport, il y aurait, voilà, ça me paraît aussi tout indiqué de mettre une équipe là-bas. Du côté de Boston, il y avait aussi quelques bruits. Là, alors le Sun a joué un match à guichet fermé au TD Garden de Boston, donc bon, c'est une équipe qui est quand même proche. Le Connecticut et Boston, c'est juste à côté. Donc bon, on verra. Hein. De toute façon, on vous donnera les infos à chaque fois qu'il y a une franchise qui rejoindra cette ligue qu'on aime tant, la WNBA. En attendant, on se laisse là aujourd'hui, Flo. Continuez de suivre la WNBA. On vous refera un petit live jeudi, si je pense. On va essayer jeudi ou le suivant peut-être. Parce que Gis, notre ami Gis, est en vacances. Ça arrive. Il part parfois, il part parfois loin de l'actualité WNBA. Soit ce jeudi-là, soit le jeudi suivant, Flo, on avait dit, hein, c'est ça? Bon, on va essayer de garder tous les jeudis. Ce qu'il y a, c'est que ce jeudi, je crois que toi, tu n'es pas là. Probable. Donc Ouais. je vais voir si je sais trouver quelqu'un pour venir m'accompagner. Sinon, on laissera peut-être tomber ce jeudi-ci et on se retrouvera Ouais. jeudi prochain pour faire ça sans On souci. sera encore plus proche de la fin de la saison régulière. D'ici là, portez-vous bien, passez une très très bonne semaine pour ceux pour lesquels c'est la rentrée, scolaire ou non. On vous souhaite plein de bon courage et à très vite. Salut!